Bonjour chers élèves de STI 2D. Alors, je vais vous faire aujourd'hui l'analyse linéaire du texte numéro 2 de Voyage au centre de la Terre, le moment du chapitre 39 où Axel et son oncle, qui sont sur les rivages de la mer d'Edenbrock, découvrent tout d'abord des plantes, puis des ossements d'animaux, des ossements même humains, et finissent par se retrouver face à des êtres vivants. Donc on avait fait ensemble l'introduction. Je vous avais demandé de réfléchir un petit peu à une problématique, à un plan, des mouvements du texte. Alors, au niveau des mouvements du texte, vous pouvez voir le premier mouvement, c'est la rencontre avec les mastodontes de la ligne 1 à la ligne 10. Ensuite, vous avez le deuxième mouvement, la réaction d'Axel, pardon, la réaction et pas la rédaction. J'ai fait quelques petites bourdes dans l'écrit que je vous enverrai, donc vous corrigerez, hein. De la ligne 11 à 23, et ensuite le troisième mouvement, le portrait du berger, de la ligne 24 à 26. Là aussi il faut que vous corrigiez parce que j'ai mis ligne 23. Donc voilà. Alors je vous rappelle donc pour la méthode que vous commencez par l'introduction, ensuite la lecture du texte, ça on l'avait fait en classe, ensuite les mouvements du texte, et ensuite la problématique, l'enjeu, le projet de lecture, enfin on l'appelle comme on veut. En quoi cet extrait décrit-il une rencontre extraordinaire? Donc vous allez retrouver le tableau à 3 colonnes dont vous avez un petit peu l'habitude, enfin j'espère du moins, dont vous avez l'habitude. Simplement ce que je ferai, c'est que évidemment, je vous le communiquerai sur Pronote en pièce jointe pour que vous ayez l'écrit. Mais ce que je voudrais, c'est vous montrer comment exploiter ce tableau au moment de votre analyse, là où vous allez passer le jour du bac blanc et le jour du bac. Donc, cet extrait commence par deux phrases très courtes. Soudain, je m'arrêtais et de la main, je retins mon oncle. Ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est la première personne du singulier, je, qui montre qu'on a un point de vue interne. Je m'arrêtais et l'adverbe soudain montre l'étonnement, voire l'appréhension, l'inquiétude du narrateur face à ce qu'il pense discerner. Ensuite, à partir de la ligne 2, commence le deuxième mouvement. Se poursuit le premier mouvement, la lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur détaillée. J'avais cru voir, 3 petits points. Alors, la lumière diffuse, le verbe apercevoir, crée un effet de suspense puisque le lecteur n'a pas immédiatement accès à la découverte des protagonistes. Ils ne savent pas pour l'instant de quoi il est question. Puis Axel annonce « j'avais cru voir ». C'est ce qu'on appelle une aposiépèse. Alors, vous allez me dire, c'est un nom que vous n'allez pas retenir. Peu importe, c'est pas grave. Simplement, montrer que j'avais cru voir, non, réellement de mes yeux, je voyais. En fait, l'aposiopèse, ça consiste à interrompre une phrase ou un vers sans achever sa pensée. Ça révèle une émotion, une hésitation, une allusion. En l'occurrence, Axel commence par rendre compte de ses doutes. J'avais cru voir, on a un verbe de modélisation, grâce également au plus que parfait, et à cette donc fameuse aposiopèse, la phrase interrompue avec les 3 petits points, j'avais cru voir 3 petits points, montre qu'il y a une certaine réticence d'Axel, une certaine incrédulité face à ce qu'il voit au final. Ce qu'on peut remarquer également, toujours dans cette phrase, c'est apercevoir, voir, de mes yeux, je voyais. Donc tout le champ lexical de la vue, de la vision,
Et puis donc cette répétition réellement de mes yeux font partager au lecteur la découverte progressive et l'incrédulité d'Axel. La découverte de phénomènes inexplicables par la raison scientifique amène le narrateur à éprouver une espèce d'inquiétude qui va se renforcer tout au long de cette exploration. Toujours dans cette phrase, on observe le non, adverbe de négation suivi d'un point d'exclamation, qui indique que la vision d'Axel n'est pas un phénomène d'illusion, mais bien quelque chose de réel. Et dans ce passage, on a un monologue intérieur, c'est-à-dire que on a l'impression, enfin, c'est l'impression qu'Axel se parle à lui-même au moment même où il fait cette découverte. Pour le moment, on remarque également que le lecteur ignore toujours quelle est la chose qui effraie le narrateur. Il est question, en effet, de formes immenses, d'objets, les moindres objets. On ne sait pas donc de quoi il est question, c'est très vague. En tout cas, ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est que les objets, les formes sont immenses, donc on a une hyperbole. Il y a dans ce monologue excusez-moi, intérieur, quelque chose qui permet au lecteur de partager les doutes, la peur d'Axel, l'idée qui est une menace, un danger qui plane sur son oncle et lui-même. La phrase suivante, à la ligne 4, commence par « En effet, c'était des animaux gigantesques ». Donc on a le « en effet » qui est un connecteur logique qui nous montre une structuration logique du paragraphe. Et on a une périphrase, c'est-à-dire que pour le moment, ce sont simplement des animaux gigantesques, mais on ne sait pas de quels animaux il s'agit. Donc on a ce qu'on appelle une périphrase. Les mastodontes ne sont pas nommés tout de suite. On a une première périphrase pour les désigner. Donc tout à l'heure, on avait les formes immenses. Maintenant, ce sont les animaux gigantesques. Entre immense et gigantesque, on peut remarquer d'ailleurs une gradation. De immense, on passe à gigantesque, c'est encore plus grand. Donc c'est ce qu'on appelle une gradation. La suite de la phrase est fondée sur une antithèse, non plus fossile, mais vivant. Cette antithèse va faire un effet de basculement. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, on a Axel qui dévoile l'objet de son inquiétude, un troupeau de mastodontes, c'est-à-dire les pachydermes de l'époque glaciaire, on avait dit les mammouths. Et puis, on a non seulement des animaux gigantesques, mais c'est tout un troupeau. Donc les créatures sont nombreuses, ça accentue la dimension effrayante de ces animaux. Et non seulement, comme on l'a dit, ils ne sont plus fossiles, mais ils sont vivants. Cette antithèse qui est introduite par la conjonction de coordination « mais » entraîne un basculement dans le récit. Ça met en avant le danger imminent qui menace les explorateurs, puisque c'est plus des ossements, des êtres vivants, d'énormes mammouths, ils sont deux, imaginez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on a un petit peu plus loin dans la phrase une référence à des vestiges de ces animaux découverts dans des marais de l'Ohio en 1801. Axel fait un parallèle avec une découverte scientifique réelle aux États-Unis, puisque des os de mammouths ont été découverts à cet endroit. Donc finalement, Jules Verne va jouer avec ce parallèle entre d'un côté la science, des éléments scientifiques qui existent, et la fiction, puisque après les ossements qu'ils ont découverts au début du chapitre, ce sont de véritables animaux préhistoriques qui apparaissent. Évidemment, c'est impossible, mais en tout cas, c'est un thème qui sera repris souvent au cinéma ou en littérature. Je vous renverrai sur un extrait de vidéo YouTube, deux même, où
de Jurassic Park, en fait, où est expliqué le processus de recréation des dinosaures à partir du sang de dinosaures trouvé dans un moustique conservé dans l'ambre. Et puis, en parallèle, avec la fiction et la naissance d'animaux, alors non plus préhistoriques, mais d'animaux fictionnels, pour le coup, la naissance d'aliens dans le premier film. Donc, ce sont des petites vidéos YouTube que je vous mettrai en pièce jointe pour que vous alliez les voir. Et puis, ça vous permettra aussi d'enrichir un petit peu votre réflexion. Je poursuis donc l'analyse. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. Alors ici déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est le verbe apercevoir, donc toujours le verbe de la vision. Et les grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres, on a une description qui se fait de plus en plus précise. Les grands éléphants, les trompes, les longues défenses, l'ivoire. On a donc une description de plus en plus précise. Et puis, on a une comparaison qui est particulièrement inquiétante. Les trompes qui grouillent comme une légion de serpents. Cette comparaison concourt à intensifier l'effroi du personnage. Pourquoi ? Parce que déjà, un serpent en soi, c'est un animal effrayant. Je vous rappelle que c'est le symbole du mal. Mais en même temps, non seulement c'est pas juste des serpents, c'est une légion de serpents. Et derrière le terme de légion, il faut entendre aussi l'idée d'armée, donc une menace vraiment imminente. Après le verbe de perception visuelle, j'apercevais, on a un verbe de perception auditive. J'entendais le bruit de leur longue défense, etc. Donc, encore un verbe de sensation. Qui montre qu'on est dans le point de vue d'Axel. Et puis on a des hyperboles, hein. Donc là on a vu la légion de serpents, les longues défenses, les masses considérables, la vaste gueule de ces monstres, etc. Donc plein d'hyperboles qui concourent à renforcer l'idée de danger, de menace. Et la peur d'Axel est rendue par ces verbes de sensation visuelle et auditive. Les verbes, on remarquera, sont conjugués à l'imparfait. C'est de la description, à la fois la description de ce que voit Axel sous ses yeux et à la fois la description des actions des mammouths. Taraudait, craquait, s'engouffrait. On voit que ce sont des verbes qui sont liés à la destruction et à la force. Poursuivons ensuite avec le deuxième mouvement de la ligne 11 à la ligne 23, la réaction d'Axel et la réaction du professeur face à ce qu'ils ont sous les yeux. Donc ce deuxième mouvement commence par ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques. On a ce qu'on appelle ici une analepse, avec l'emploi du plus que parfait, j'avais vu. Ça renvoie en fait à quelques chapitres plus tôt, au moment où Axel avait rêvé d'animaux préhistoriques. Cette fois, non seulement il ne rêve plus, il les a sous les yeux. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a deux phrases qui sont à la forme, pas à la forme, qui appartiennent au type exclamatif, donc se réaliser donc enfin, point d'exclamation, à la ligne 12, et ces farouches habitants, ligne 13, point d'exclamation. Donc des phrases exclamatives qui mettent en évidence la frayeur de voir ce rêve devenir en fait réalité. Et puis ensuite on a nous étions là seuls dans les entrailles du globe à la merci de ces farouches habitants. On a une antithèse entre d'un côté seuls et les farouches habitants qui sont une périphrase, là encore, hein, ça ne désigne pas directement, on pourrait dire nous étions là seuls face à ces mammouths, mais non, on a les farouches habitants. Farouche, évidemment, renvoie à l'idée de violence, d'agressivité. Et on a une antithèse entre l'idée qu'ils sont seuls, démunis, face à un monde qui apparaît complètement disproportionné. Donc, ils sont des intrus et ils sont en situation de danger, on l'a dit. L'oncle, lui, continue à regarder et
On l'a vu dans son impétuosité, dans son envie de savoir. En l'occurrence, il lui dit en avant, en avant. Donc il est prêt à y aller. Hein. L'oncle, toujours très dynamique. La phrase commence par un verbe à l'impératif, se poursuit par la répétition de en avant, en avant. Il veut entraîner Axel, comme le montre effectivement en me saisissant le bras, qui est un gérondif. Donc le professeur, lui, est animé par son désir de découverte scientifique. Il ne prête pas attention au danger. Il regarde, c'est un verbe neutre, alors qu'Axel porte un regard horrifié. En fait, chacun va montrer un petit peu que... d'un côté, on a Axel qui veut se reculer. De l'autre, on a le professeur qui est curieux et qui veut absolument avancer. Et on a un petit peu plus bas l'idée que Axel va être interrompu en fait dans son geste. Cette interruption se notait d'ailleurs dès la ligne 1. Je retins mon oncle. Le professeur, lui, il est dans l'action. Il est comme dans tout le roman. La répétition de en avant renforce le allons, renforce aussi le tout d'un coup. Le scientifique est poussé par l'envie de découvrir. Et l'opposition entre les deux personnages est quelque chose finalement de comique. C'est presque un duo qui se met en valeur mutuellement. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les rôles sont inversés. C'est le vieux qui est dans l'action et le jeune qui est dans la prudence. Ensuite, on a la réplique d'Axel face à ce désir impétueux de son oncle à s'avancer vers ce troupeau de mammouths. Une réaction qui est marquée par la négation. Négation à 2 reprises, avec non et non, mais aussi avec le sans armes, qui montre qu'ils sont complètement démunis. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. Là encore, on a une négation. Contrairement au professeur, Axel va avancer un raisonnement rationnel qui montre que se mesurer à ces créatures, c'est absurde. D'ailleurs, on a une question. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? C'est une question qu'on appelle rhétorique, puisqu'elle n'appelle pas finalement de véritable réponse. Nous n'avons, sous-entendu, nous n'avons rien à faire ici. D'accord ? Donc on voit bien dans cette question rhétorique qu'il y a une inégalité entre les deux hommes issus du monde réel et les monstres fantastiques. Par ailleurs, nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. On voit nettement la supériorité des mastodontes sur Axel et sur son oncle. Et l'oncle va rebondir sur cette dernière réplique d'Axel. « Nulle créature humaine ?» répondit mon oncle en baissant la voix. Et cette répétition va signer un coup de théâtre. Comme au théâtre, d'ailleurs, les répliques vont s'enchaîner. Le professeur, on vient de le dire, rebondit sur une partie de la phrase précédente en reprenant « nulle créature humaine ». On a cette espèce de coup de théâtre qui consiste en l'apparition d'un être vivant. Cet être vivant qui semble être sorti de nulle part. Tu te trompes, Axel, regarde là-bas, il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Et on a donc dans cette présentation une gradation, un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Pardon, excusez-moi. Donc, l'être semblable à nous tente à se vouloir rassurante. Le scientifique tente finalement de chercher une présence rationnelle dans ce lieu qui est complètement déraisonnable. Concernant l'idée de mise en scène, de coup de théâtre, il faut se souvenir que la mise en scène théâtrale, elle est en cohérence avec la publication des romans de Jules Verne en feuilleton dans les journaux. Le suspense doit toujours être préservé pour le lecteur, comme dans n'importe quelle série. Ça s'arrête toujours au moment où vous voulez savoir la suite. Sinon, si vous avez la fin de l'intrigue dès la fin de l'intrigue, vous ne regardez pas la suite.
Néanmoins, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que le professeur n'est pas complètement sûr pour le moment de ce qu'il voit. Il me semble, qui est un verbe modélisateur, que j'aperçois, ce n'est pas non plus je vois. Donc ce verbe de perception indique que pour l'instant le professeur n'est pas encore complètement assuré de ce qu'il voit. Pour la fin de cette deuxième partie, de ce deuxième mouvement, on a deux phrases qui s'enchaînent et qui montrent cette fois la réaction d'Axel. Je regardais, haussant les épaules et décidé à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites, mais quoique j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. Axel est incrédule, hein, il hausse les épaules, le terme d'incrédulité est déjà là pour nous le montrer. Il essaie tout d'abord de se rassurer, finalement, hein, il n'y croit pas. Néanmoins, la présence de l'expression « me rendre à l'évidence » montre qu'Axel se laisse gagner lui aussi par ce désir de rationalité. On a finalement le troisième mouvement, avec donc dans les lignes 24 à 26, la présentation du berger, du formidable berger qui garde ce troupeau. Et on remarque que ce dernier mouvement n'est constitué que d'une seule phrase. Donc, en l'occurrence, on a toute une série de périphrases qui vont désigner l'être humain en question, un proté de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune. Donc, des périphrases, on dit que c'est un berger, hein, un berger qui garde un troupeau. Ce berger, il commande à des mastodontes, mais il n'a rien d'un homme ordinaire. La première périphrase qui le désigne, ça lui attribue des caractéristiques humaines. C'est un être humain, donc il a une forme qui correspond à la forme humaine. Mais la suite de l'énumération, un proté de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, révèle ses allures fantastiques. Donc, ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est que le narrateur le compare à Proté. C'est le fils de Poséidon et le gardien de troupeaux d'animaux marins. Proté partage deux similitudes. Ce nouveau Proté, donc cet être gigantesque, partage des similitudes avec les mammouths, les mastodontes qu'il est en train de garder, à la fois l'immensité et l'animalité. Il présente les caractéristiques de l'homme préhistorique, puisque le gigantisme serait un signe de primitivité. On peut remarquer également le type exclamatif de la phrase, puisque effectivement la stupéfaction d'Axel et du professeur Lindenbrock sont à leur comble, hein. Ils sont en train de faire une découverte majeure, l'origine de l'humanité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la référence au nouveau fils de Neptune. Donc on avait vu que Proté est un fils de Neptune, mais ça peut aussi nous faire penser, on l'avait dit en classe, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté ici, ça pouvait faire penser au cyclope Polyphème dans l'Odyssée d'Homère, un récit de voyage que Jules Verne connaît et qu'il pratique, puisque lui aussi pratique le récit de voyage. Il est intéressant, pour finir, de noter que Jules Verne ajoute ce berger dans la deuxième édition de 1867 du Voyage au centre de la Terre, car le concept d'un homme du tertiaire, donc de l'époque tertiaire et non pas quaternaire, avait été rendu vraisemblable entre les deux. En 1864, il n'était pas question pour Verne de lancer cette hypothèse parce qu'il n'avait pas assez d'éléments qui paraissaient l'y autoriser, alors que, effectivement, 3 ans plus tard, c'est possible. Donc en conclusion, on peut dire que dans cet extrait, les personnages plongent dans la préhistoire, dans le passé, mais aussi dans un monde scientifique. Ils se retrouvent face à des créatures disparues, ce qui est l'occasion de montrer l'amour du professeur pour la science, quitte à se mettre en danger. La science et la fiction cohabitent donc dans cet extrait. Voilà.
Voilà, donc vous voyez, ça fait en gros 25 minutes. Donc évidemment, le jour J, vous ne pourrez pas vous souvenir de tout, mais vous voyez quand même que même en essayant de dire à peu près tout ce qu'on peut dire sur le texte, qui est quand même assez court, soyons honnêtes, j'aurais pu l'allonger en faisant une description plus précise du géant, excusez-moi. Mais j'ai choisi de le raccourcir pour que ce soit pas non plus trop long à commenter. Et donc vous voyez qu'en 25 minutes finalement on arrive à tenir. Je vais vous envoyer donc sur Pronote en pièce jointe l'écrit de ce travail. Et puis voilà, on se voit en classe entière en visio jeudi de 12 à 13 si je ne m'abuse. Et donc c'est à ce moment-là que je vous parlerai de cette vidéo et du travail qui va devoir avoir lieu pendant les vacances, parce qu'il va falloir travailler pendant les vacances. Notamment sur la grammaire, puisque vous allez être amené à travailler seul sur la négation. Il y aura toute une série d'exercices à faire sur la négation, à rendre le plus rapidement possible pour que je vois ce qui pose problème et ce qui fonctionne. Et puis à la rentrée, la fausse rentrée, celle où on se reverra en visio. Cette fois, il y aura 2 heures de cours en visio en français et on travaillera sur le texte complémentaire pour Jules Verne. Vous ne serez pas interrogé le jour du bac blanc sur le texte complémentaire. En revanche, vous pourrez être interrogé sur cet extrait du chapitre 39. Et puis on terminera avec le tableau de synthèse, vous savez, celui où on avait récapitulé un petit peu tout ce qui se passait dans les différents chapitres, avec la manière dont Hans, le professeur Lidenbrock et Axel vont se sortir du centre de la Terre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.